bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde et dans le magazine de l'art de vivre NEC plus Ultra. Aujourd'hui, nous avons choisi le ciel bordelais pour vous présenter cette émission consacrée au vin. Le vin, pas simplement celui extrait du fruit de la vigne. Le vin, c'est une culture tout aussi grisante, vous allez voir, sommaire. Invitation au dîner des grands crus à Mouton. Visite de lieux de rêve pour vous tout seul. Un écrin pour l'art et l'étiquette. Pour commencer, je vous emmène au château Mouton Rothschild, s'il vous plaît, pour l'inauguration en juin dernier du nouveau cuvier qui allie tradition et modernité. Par la même occasion, on assiste au dîner des grands crus classés en 1855. Vous avez de la chance. L'entrée du château, c'est par là. C'est à Mouton Rothschild que l'on ouvre le bal de la grande fête du vin, Vinexpo. Nous débarquons à Bordeaux pour une soirée que l'incroyable personnalité de la famille éponyme a rendue magique. D'art et de vin, nous ne pouvions rêver d'un cadre plus divin avec une scénographie que Magritte aurait pu imaginer. C'est dans le reflet du nouveau cuvier que nous entrons pour une soirée multi-étoilée au cours de laquelle les vins millésimés ont défilé dans un timing millimétré. Le terroir, le vin, l'art, il y a de quoi en faire toute une histoire. La baronne Philippine de Rothschild nous la laisse entrevoir. On commence par le nouveau cuvier. Vous savez, c'est un bâtiment, heureusement, il est très beau à cause de la charpente en bois, à cause du fait qu'on a gardé tout un côté classique et qu'on n'a pas du tout fait ce que font pas mal de gens, des propriétaires que je respecte tout à fait autour d'ici, que ce soit Costes d'Estournel ou Cheval Blanc, qui font des choses beaucoup plus modernes. Nous n'avons pas du tout cherché la modernité, le côté Jean Nouvel ou Porzampar ou tout ça, mais plutôt le classique. Et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on a l'impression, quand on est dans ce cuvier, qu'il a toujours été comme ça. Un toit en chêne épuré pour créer un vin bien charpenté. C'est un metteur en scène de théâtre qui l'a imaginé. J'ai travaillé comme je travaille au théâtre, si vous voulez. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de secret. Donc je me suis documenté, j'ai regardé les livres de l'encyclopédie de Diderot d'Alembert, j'ai voulu comprendre la région, j'ai vu des choses fabuleuses comme les bateaux qui semblent arriver dans les vignes. J'ai pensé que c'était une mer de vignes. Ça m'a fait penser à mon bateau dans les décors de Tristan et Isolde à la Scala de Milan. Et petit à petit est né de tout ça un dessin. Je dois dire que j'ai eu la chance extraordinaire de travailler avec un grand spécialiste d'architecture pour le vin, qui est Bernard Mazières. Donc c'est un grand technicien, il connaît le vin. On a travaillé ensemble dans un tandem très lié, très étroit, sans aucune compétition entre l'un et l'autre, si vous voulez. Une nef de bois et d'acier pour ce petit palais d'un vin destiné au grand palais. Il y a des contraintes à tout niveau, au niveau des formes, au niveau des odeurs, au niveau des matériaux et au niveau de l'emplacement des cuves et du cuvier. Vous voyez ? Et c'est ce qui m'amusait, c'est-à-dire c'est d'organiser tout ça en même temps, c'est de comprendre, d'avoir un rythme, de mélanger les matériaux parce qu'on peut s'apercevoir que cette charpente de bois, j'y tenais, quoi, parce qu'elle est inouïe comme portée. Je voulais que ça se mélange avec du fer, que ce soit à la fois un rappel du 19e siècle mais complètement moderne, comme ces choses-là qu'on voit ici, la rambarde, les parapets. Et voilà, et je me suis amusé. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de penser que c'était le vin et je me suis dit c'est un dessin. Ce sont ces cuves qui ont le secret de la vinification. Elles sont l'objet de la plus grande attention. C'était ma grande inquiétude. Les vendanges ont été faites ici, en septembre. Ça a été un grand succès. Ils étaient tous absolument conquis, ils sont difficiles, hein, les gens qui travaillent le vin, par le nouveau cuvier. Donc pour moi, c'était la plus grande victoire. Vous voyez ce couloir-là? Oui. Mais c'est un couloir de théâtre, parce qu'il est construit comme ça, et je l'ai fait pour les visites. Mais pour les vendanges, on démonte le couloir, et vous verrez, par derrière, il y a l'architecture d'un décor de théâtre. Il n'y a plus de couloir. Il y a une esplanade où il y a les barriques, où il y a les gens avec les engins, les machines et tout ça, qui viennent et qui passent. Dans la famille, depuis le baron Philippe, on sait qu'un grand vin est le fruit de l'intelligence de l'homme et la bienveillance divine. L'étiquette a aussi été traitée dans les règles de l'art. Picasso, Chagall, Anish Kapoor ont su, pour ne citer que, l'illustrer. Le ballet impeccable des maîtres de chez peut commencer.
l'opération de décantage, on a beaucoup de vins rouges, la majorité ce sont des vins rouges. C'est une mise en valeur du vin pour une présentation optimale à table. Alors en fonction de la date du millésime, de l'âge du vin, on va effectuer certaines opérations mais de façon différente si le vin est jeune ou s'il est plus vieux. Voilà. Un vin jeune, on va peut-être l'aérer un peu plus, un vin vieux un peu moins, hein, puisqu'il est en phase de réduction, donc il faut le respecter, mais il faut qu'il arrive sur table avec une expression maximale. Donc tout ça est un savoir-faire, voilà, et qu'on va mettre en pratique tout à l'heure. Le château Mouton Rothschild 1975, orné de l'étiquette dessinée par Andy Warhol, est servi ce soir en impérial. Ce soir, la plupart des vins vont être décantés à 16 degrés pour arriver sur table en principe à 18 degrés, sauf les blancs qui vont être servis plus près de 10-12 degrés. Il y a environ 800 bouteilles à ouvrir, voilà, selon plusieurs millésimes. On a du 2005, du 86, on a beaucoup de millésimes à ouvrir. Et donc un décantage particulier pour chaque millésime, par chaque maître de chai qui a été convié donc, à faire cette opération. Tout le long du repas, il y aura au minimum 3 vins différents. Pour l'instant, on est parti là-dessus, et plus un barsac en dessert qui est le Château Coutet. Voilà. Buvons à présent les paroles de la baronne. C'est assez amusant, je suis une assez bonne goûteuse de vins anciens. Je découvre très souvent des millésimes que tout le monde croit pas bons, etc. Parce qu'on ne sait jamais, ça évolue. Les vins évoluent. Une soirée qui se termine en apothéose par un feu d'artifice en hommage à ces vins qui font trinquer le monde entier à la santé de la France. Le vin n'est pas simplement un breuvage, aussi délicieux et sophistiqué soit-il. C'est aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, une culture qui excite les curiosités du monde entier. Une agence spécialisée en visites particulières nous emmène au Louvre pour en savoir un peu plus. Partons pour une visite sur mesure où l'art et le vin ne font qu'un. C'est ce que l'on appelle l'art de vivre. Ces visites font regarder la ville avec un œil différent, nous émerveillant tout en apprenant. Pour découvrir le monde du vin, un guide nous met au parfum et les grands maîtres de l'histoire révèlent tout leur savoir. Du Louvre au restaurant La Pérouse, la peinture et la gastronomie ont en commun le génie. Un moment de grâce et de poésie autour d'un de nos plus grands chefs-d'œuvre, le vin. C'est une nouvelle offre, c'est une agence parisienne qui propose des visites thématiques de lieux d'art à Paris. Donc le but est d'ouvrir des portes qui ne sont généralement pas ouvertes au public. On va chercher le client à son hôtel ou dans sa résidence à Paris. On l'emmène en voiture avec chauffeur accompagné d'un guide spécialiste du sujet choisi en art, toujours, dans divers lieux. Généralement, c'est 3 lieux. Les toiles des grands maîtres parlent du vin et nous introduisent à son histoire sans fin. C'est un tableau de la peinture française du XVIIe siècle qui est attribué aux frères Lenain, Antoine et Louis Lenain, qui se sont spécialisés dans les peintures de genre plutôt du monde paysan. Là, ce qui est intéressant, c'est donc la dégustation du vin qui n'est pas là associé à un mets particulier. On ne voit qu'une miche de pain, une cruche en grès donc, contenant le vin. Et donc ça peut être peut-être le moment qui précède le repas. C'est vrai que le vin était produit essentiellement dans les monastères. Et donc ce sont les religieux qui vont avoir un petit peu ce monopole de la commercialisation du vin. Donc on peut se dire que c'est vraiment pour des occasions très particulières que les paysans pouvaient se permettre de boire un vin de qualité. Ça a une valeur à la fois religieuse et ça montre aussi que c'est un produit de qualité, que l'on respecte vraiment le vin pour sa rareté sans doute aussi à l'époque. Jésus n'a-t-il pas changé l'eau en vin et non le vin en eau? Il est sacré parce qu'il est dans la Bible, mais ensuite on le boit aussi pour des fêtes qui sont complètement des fêtes profanes.
Et donc c'est vrai qu'on va aussi apprendre à la notion du plaisir, de déguster des saveurs, et ça va aller aussi avec la gastronomie. On va voir donc, dans la peinture du XVIIIe siècle qu'il y a vraiment ce goût du plaisir et d'associer des mets avec des vins particuliers. Donc c'est vrai qu'il y aura de plus en plus une connotation plutôt profane. Le vin là est vraiment symbole de l'ivresse, de la luxure, de la perte du contrôle de soi et du danger aussi pour un jeune homme de la bonne société. Donc il est vrai que De la Tour va rentrer vraiment dans les thèmes caravagesques, et il y a en fait ce plaisir de représenter aussi ces thèmes à double sens, hein, puisqu'il y a effectivement à la fois le thème du cabaret, mais en même temps la volonté de faire la morale et de dénoncer justement les dangers de l'ivresse. Boire ou savoir se conduire, il faut choisir, point d'anachronisme en matière de bonne conduite. Et rappelons que l'on a du plaisir seulement en buvant avec modération. Cette autre nature morte de Chardin, intitulée La Brioche, montre là cette fois un goût pour des objets qui ont un peu plus de préciosité. Ici c'est un carafon qui est assez travaillé, assez faceté, mais ça montre aussi l'importance de la présentation du vin à table. Et ça va nous amener à parler des arts de la table, notamment à l'époque de Louis XV, où va vraiment se développer le service à la française. En parlant de table, le musée nous a donné le vin à la bouche. La voiture est avancée. Nous sommes invités à découvrir une série de crus en rapport avec ceux que nous venons d'admirer. C'est très pointu et en même temps, il ne faut pas s'en cacher, c'est un prétexte pour découvrir la gastronomie française. On est ici à la Pérouse, il y a Georges Lepré qui fait la visite, nous invite non seulement à découvrir l'histoire de l'art, mais en plus à découvrir la gastronomie française et particulièrement ses vins. Il faut du nez pour fleurer un bon bouquet et un bon palais pour accueillir cet élixir. Là, on est dans l'histoire, on la vit avec tout ce qu'il y a dans le passé de cette maison. Et bien sûr, on ne fait pas un cours de dégustation, ce n'est pas le propos. Mais on leur explique avec des vins comme nous avons là, pourquoi on met du vin blanc avec tel plat, pourquoi le vin rouge dans tel plat est meilleur qu'un autre, enfin, etc. Et les vins liquoreux, les vins sucrés, s'accommodent plus avec tel ou tel plat. Et là, on pratique un petit peu. C'est très léger, c'est très simple. Mais alors, on fait goûter le vin avant. Alors on s'amuse bien avec les vins rouges. Là c'est un Marsanais, c'est un Bourgogne, donc c'est un Pinot Noir, c'est très aromatique. Mais les gens qui n'ont pas trop l'habitude, les étrangers, ils goûtent ce vin, ils trouvent bon le parfum. Alors les explique, ça sent, vous savez, ça sent le sous-bois, ça sent les épices, voilà, les fruits noirs, les fruits rouges, etc. On raconte tout ça. Ah oui, ah oui, ah oui. Et puis on le fait goûter comme ça. Et alors je vois tout de suite parce que les tanins, ça peut surprendre. Et j'ai dit, maintenant vous allez prendre ce foie gras, vous allez prendre cette viande, manger un petit peu de l'agneau, du veau, etc. Regoutez le vin, les tanins ont presque disparu. Alors là, c'est la révélation. J'ai dit, vous voyez, c'est des vins faits pour la table. Dès qu'on a un système de salivation qui est en route, et dès qu'il y a des aliments sous ses goûts, évidemment, et voilà des vins tout à fait désaltérants, et le côté râpeux, un peu sévère, un peu austère, et bien ici, au contraire, ça se conjugue très bien. Ne craignez-vous pas d'inviter à autre chose plutôt qu'à la culture? Mais les deux ne sont pas incompatibles, Marie-Ange. Vous pouvez vous encanailler et être pointu intellectuellement également. On aurait pu trouver meilleur mot de la fin. On retourne dans le Médoc pour vous présenter une exposition assez exceptionnelle, l'art et l'étiquette. De Picasso à Jeff Koons, en passant par Kissarine, Dali ou Warhol, des bouteilles qui se dégustent d'abord avec les yeux. Visite. Il ne faut jamais manquer à l'étiquette. Chez les Rothschild, on a l'art et la manière. Précurseurs en la matière, ils ont su, avant les autres, mettre de l'art dans leur vin. C'est le peintre Julian qui couronna par le V de la victoire l'étiquette de l'année 1945. De cette circonstance exceptionnelle naquit une tradition et les plus grands artistes de notre époque s'y collèrent. C'est une idée de Philippine de Rothschild qui avait entre les mains une petite boîte de papillons
que j'avais fait à l'époque pour fêter les 10 ans de l'Olympique, cinéma de Frédéric Mitterrand. Et on avait fait des boîtes qu'on avait données à des gens, et dedans, tenues avec des épingles, il y avait des objets divers, des photos, des poèmes, des morceaux de pellicule, enfin. C'était inspiré de grands artistes comme Schwitters, comme Rauschenberg, comme Corneille, etc. Et quand elle a vu ça, elle avait ça dans les mains, elle s'est dit, mais au fond, toutes mes petites œuvres que j'ai de Mouton, j'en ai des grandes et des petites, il y en a des très belles, il y en a des plus modestes, parfois il y en a 4 ou 5 de la même année. C'est une très bonne idée, ces petites boîtes de papillons comme ça, ces petites scénographies. Je vais lui demander de faire ça. Alors c'est comme ça que je me suis amusé, en quelque sorte, à faire cette espèce de petite scénographie, en ajoutant, quand je le pouvais, une évocation de l'artiste. Mais c'est en effet, c'est un montage, c'est un collage, une boîte d'assemblage, comme un petit théâtre. Le théâtre, c'est quand même dans les veines de la maison. Après avoir joué sur les planches de la Comédie Française, la baronne Philippine de Rothschild s'occupe désormais de la collection et du choix des artistes. Je ne leur impose jamais rien. Aucun sujet, c'est d'ailleurs pour ça que c'est tellement varié, qu'il y a de tout. Il y a des artistes qui font des choses qui ont un rapport avec le bélier, avec la vigne, avec Mouton, ou avec rien du tout. C'est un dessin original, unique, qui a été fait spécialement pour l'année, le millésime pour lequel le baron Philippe puis Philippine l'ont commandé à l'artiste. Ce qui était important quand même, c'est l'œuvre. C'est pour ça qu'elle est toujours en haut, presque toujours en haut, mise en valeur. Et en plus, je suis très content cette année parce que la technologie contemporaine fait qu'on peut utiliser ces petites lumières qui s'appellent des LED et que du coup, on évite les éclairages extérieurs qui parfois sont un peu compliqués. Donc c'est des petits théâtres, en effet, mais il faut quand même que l'œuvre soit toujours mise en valeur, c'est certain. Les artistes sollicités reçoivent en retour des caisses de Mouton Rothschild, dont bien entendu leur millésime. Aujourd'hui, il y a des gens qui achètent du Mouton Rothschild d'une certaine année parce qu'ils n'ont pas l'étiquette. Dessiner un mouton a donné des ailes à certains artistes de la collection. Un chouchou? J'en ai une dont j'ai un très très bon souvenir, je suis devant, qui est celle de Saul Steinberg, parce que Steinberg est un merveilleux artiste, dessinateur, et il avait fait beaucoup de dessins comme ceux qu'on voit ici, mais également des montages avec ces objets qu'on voit ici, qui sont dans ses œuvres. Et quand est arrivée l'année de cette étiquette, je me suis dit, je ne peux pas faire un faux Steinberg, et je lui tentais de faire un faux Steinberg. Alors, on a pris l'avion avec Philippine et on est allé voir Steinberg à New York. Et alors, c'était un peu rapide, hein, c'était précipité, parce qu'on n'avait pas le temps de rester très longtemps. Et donc, je lui ai expliqué ce que je voulais faire. Alors, il m'a donné une partie du matériel qui est là, puis il m'a dit, vous n'avez qu'à aller dans votre chambre d'hôtel. Ce soir, vous faites la boîte. Demain, vous revenez en taxi. Vous me la montrez. Si elle me plaît, je la signe. Et on a fait ça. Et le lendemain, je suis revenu. Il m'a donné la plaque qui est là et je l'ai signée. Donc, c'était un souvenir amusant parce que c'était quelqu'un que j'admirais beaucoup. Ainsi se constitue une collection passionnante qui réunit les noms les plus célèbres de la création contemporaine et qui, tous les ans, s'enrichit d'une nouvelle pièce. L'exposition itinérante a déjà fait le tour du monde et va continuer à voyager. Écoutez, mon père a fait ça pendant 70 ans. Alors pour moi, c'est tout sauf une idée extravagante, c'est une idée tout à fait banale, mais qui à l'époque ne l'était pas du tout. Aujourd'hui, c'est devenu tellement banal que c'est ennuyeux. Tout le monde met de l'art sur ses étiquettes ou sur sa bouteille ou sur ceci ou sur cela. Et ça m'est complètement égal. Je trouve ça très sympathique d'être copié, ça veut dire qu'on est bon. Mais je veux dire, de toute façon, il faudra aux gens qui veulent mettre de l'art sur leur étiquette au moins 50 ans, si ce n'est plus, pour arriver à avoir une collection comme nous avons nous. Parce que ça vient de si loin. Imitée mais jamais surpassée, la famille Rothschild mène largement la valse des étiquettes. In vino veritas, merci de nous avoir suivis. Merci à Philippine de Rothschild de nous avoir accueillis. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde ou sur notre page Facebook, où vous allez pouvoir, pendant 3 mois, revoir cette émission. En attendant, voici notre coup de cœur, puisque vous le savez, à Nec Plus Ultra, le luxe est d'abord une histoire de cœur. Au revoir. On ne peut parler de vin sans parler d'art de la table. Le plaisir des yeux est nécessaire au merveilleux. Pour l'œnologue averti, le flacon importe autant que l'ivresse. Ces aiguières, avec leur bec d'argent, sont le fruit du délicat orfèvre audio. Elles appellent naturellement au geste élégant. Une cérémonie du vin qui commence par la vue et pour apprécier la robe subtile de chaque nectar, la cristallerie royale de Champagne offre des objets rares.
Et puis le nez pour décrire les arômes exprimés par le vin et dont les verres du sommelier Philippe Jamès libèrent admirablement le bouquet. La carafe et les verres baccarat se chargeront de le décanter. Enfin, le palais peut recevoir le breuvage et en apprécier les notes parfumées distillées par ces verres et cette carafe René Lalique, une invitation à des paradis qui n'ont rien d'artificiel.